Le plan d'intervention, il va être le suivant. Moi, je pense que on ne peut pas bien accompagner si on ne se connaît pas. Je vais y revenir. Deuxième temps, de toute façon, il va falloir qu'on s'intéresse aux jeunes. Alors, je vous montrerai, moi, ce que je fais, c'est par rapport à des questions, en fait. C'est toujours, mais je vous expliquerai. Et je vous donnerai à chaque fois des exemples que j'ai pu faire avec des joueurs seniors professionnels de National 2, voilà, et puis des jeunes. Parce que pour moi, l'avantage, c'est que je peux vous faire un peu comment dirais-je, l'amalgame entre les deux et les choses qui sont faisables, même avec des seniors et qui sont intéressantes. Le troisième temps, on parlera du cadre, d'accord? Imposer un cadre. Troisième temps, j'ai rajouté une diapo. J'avais fait une intervention il y a 3 semaines sur ce thème-là avec la Bretagne. J'ai rajouté une diapo sur la motivation. Voilà. Parler de notre activité, redéfinir ce que c'est notre activité, parce qu'on a tendance aussi à oublier ce que c'est un sport très très complexe. Comment on définit un objectif? Voilà. Bon, le coaching, ça va être très rapide parce qu'on aura parlé beaucoup de choses avant, mais ça sera très rapide, mais vous verrez que ça aura du lien avec ce qu'on aura vu avant. Et puis les retours, le feedback. Voilà. Moi, la première chose, on ne peut pas, voilà, on ne peut pas bien apprendre si le contexte n'est pas sain et pas serein. Voilà. Ça, pour moi, mais c'est mon avis, c'est valable forcément pour des jeunes et c'est valable pour des seniors. Vous êtes dans le monde de l'entreprise, votre patron vous salue jamais, vous remercie pas, vous congratule pas, vous donne pas de responsabilité, vous parle mal, ça peut pas fonctionner. Voilà. Donc moi, mon intervention, elle n'est pas une intervention d'un psychologue, elle est l'intervention de quelqu'un qui se dit, bah, en fait, ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse. Voilà. Et notamment chez les jeunes, on va voir que la notion de sécurité, c'est fondamental. Et ça va conditionner les contenus. Tu as beau être le meilleur entraîneur, si tu n'as pas cette capacité à créer un climat serein, à avoir une proximité avec les joueurs, ça ne passera pas. Ou du moins, bon, ça sera très compliqué. Moi, j'en suis convaincu et je sais que la fédération aujourd'hui, elle réfléchit dans ce sens-là sur sa nouvelle approche de la formation de cadre. Moi, mon intervention, elle est basée sur cette pyramide de Maslow qui existe depuis des années, voilà, que moi j'avais vu dans les formations d'entraîneurs, mais qui ne m'avait pas forcément interpellé. Aujourd'hui, en fait, moi, je suis parti de cette pyramide en me disant, bah, tiens, pour chaque étage de la pyramide, je vais faire, voilà, je vais respecter ce qu'on nous dit dans la littérature, voilà, et je vais essayer de mettre des mots à chaque étage, voilà. Et donc, vous voyez bien que les deux premiers niveaux, le premier niveau, on parle de physiologie, c'est les besoins primaires. En France, notamment, on n'est pas dans une problématique dans les besoins primaires, puisqu'on peut manger à notre faim, on peut boire à notre soif. Bon, voilà, donc ça, c'est pas un problème. Mais tout de suite, sur le deuxième niveau, on arrive au niveau de la sécurité. Et donc, aujourd'hui, on voit bien que plus ma pyramide, elle est large, et plus je vais pouvoir construire, plus mes fondations sont importantes. Voilà, plus je vais construire une grande maison et y mettre du contenu. Et moins c'est important, plus c'est fragile, bah, moins ça va être facile de créer une maison où on va mettre du contenu. Voilà, ça c'est évident. Et en plus de ça, s'il n'y a pas de sécurité, j'ai mis sur la gauche, en fait, c'est des facteurs de démotivation. Voilà. Donc voilà, donc moi à chaque fois, je ferai un aller-retour avec cette pyramide. Voilà, donc en fait, le premier thème, c'est mieux se connaître pour mieux accompagner. Forcément que moi, voilà, alors c'est 5 questions qu'il faut vous poser, qu'il faut se poser. Voilà. C'est moi, jeune entraîneur, parce que quand vous aurez un diplôme, même un CQP, on va vous demander de tout faire, d'entraîner 20 heures par semaine, de gérer les parents, tout ça. Et donc, c'est important de savoir, moi, c'est quoi mes points forts. Voilà. Et ça, il faut le faire. C'est une gymnastique qu'il faut faire chez vous. Voilà. Vous posez la question et il faut l'écrire. Voilà. Et donc, pour moi, c'est important de savoir c'est quoi mes qualités, c'est quoi mes limites. Voilà. Qu'est-ce que moi je viens chercher dans l'entraînement? En fait, l'idée, c'est d'être en phase avec soi-même, d'être en sécurité avec soi-même. Et ça, forcément, que quand j'ai 48 ans, ce qui est mon cas, et quand j'ai 20 ans, c'est pas pareil. Parce que ben, forcément, j'ai des expériences, j'ai l'âge qui fait que ben, c'est plus facile pour moi. Donc, ça va évoluer. Mais ça veut dire que même à 20 ans, il faut que je me pose ces questions-là. Pour moi, c'est essentiel. Quelles sont mes limites, voilà, dans l'entraînement? Voilà, c'est important de le savoir. C'est que pensez-vous qu'on attend de vous? Et en fait, ça, c'est vachement important parce que vous allez avoir des dirigeants et donc vous devez être au courant de ce que les gens attendent de vous. Parce que pour s'investir et s'engager, je dois exactement savoir ce qu'on attend de moi.
Et je vais revenir sur la diapo 2. Pour les joueurs, c'est la même chose. Si un joueur ne sait pas que le coach attend précisément de lui, il ne pourra pas s'engager et il ne pourra pas se développer. Voilà. Et bien vous, c'est pareil. Vous devez savoir ce que votre dirigeant, ce que votre président de commission technique, il attend de vous. Et ça, il faut poser ces questions-là. Ça, c'est vachement, c'est très, pour moi, c'est très, très important. Voilà. Et c'est pourquoi je fais les choses. Pourquoi je fais tel exercice, telle attitude. Et ça, et pourquoi j'ai telle attitude. Je mets une chaise pour mon temps mort parce que j'ai vu le coach Obradovic, quand il prend un temps mort, il met sa chaise. Bon, peu importe, mais je dois savoir pourquoi je fais les choses. Et ça, c'est pour moi, c'est important de donner du sens à mes actions. Je fais tel exercice. Voilà, quand je construis un exercice de 2 contre 1, qu'est-ce que je cherche au travers de cet exercice? Et ça, c'est une gymnastique qu'on doit avoir. C'est une souffrance qu'on doit. Pour moi, c'était une souffrance, par exemple, de mettre des exercices. Et là-dessus, moi, je ne suis pas encore forcément très. Mais quand je mets tel exercice de 5 contre 4 plus 1, qu'est-ce que moi je recherche dans l'exercice? Voilà. Et donc, ça, on voit beaucoup de colloques, en plus en ce moment, mais on voit beaucoup de colloques. Mais voilà, c'est bien. Mais moi, ma sensibilité, c'est voilà, qu'est-ce que je viens? Qu'est-ce que je recherche dans l'exercice? Et donc tout ça, voilà, c'est déjà être en sécurité avec soi-même, être en accord, en phase avec soi-même. Et moi, pour coacher, entraîner des jeunes ou des seniors, si déjà là-haut on n'est pas en phase avec soi-même, ça ne peut pas fonctionner. Pour moi, ça, ou du moins, on va être en difficulté. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait du copier-coller. Moi, très clairement, au départ, avec des jeunes de sélection, mais je faisais des entraînements de proie, en fait, des entraînements que moi j'avais connus. Mais est-ce que ça avait du sens? J'en sais rien, en fait. Et aujourd'hui, 20 ans après, je me dis, bah non, ça n'avait aucun sens, en fait. Mais je reproduisais, voilà, ce que j'avais connu. Voilà. Donc ça, c'est pour moi, une démarche qui est fondamentale. Et surtout, c'est de faire des choses qui me correspondent, avec ma sensibilité, avec mes compétences, avec mes points forts. Et de dire qu'aujourd'hui, moi, c'est ce que je vous ai dit en présentation, aujourd'hui, après 5 ans avec l'équipe de N2, je ne me sens plus compétent pour être en capacité de faire monter cette équipe. Et bien voilà, je passe la main. Et par contre, je vais essayer d'aller voyager pour voir un peu, chercher un peu, tiens, comment tel entraîneur. Et donc, moi, ce qui est important pour moi, c'est de dire que le haut niveau, il est inspirant. Par exemple, si vous regardez des matchs de Rolex, c'est d'une simplicité enfantine dans les formes de jeu. Il n'y a rien de compliqué. Par contre, c'est fait avec intensité, c'est fait avec précision. Et moi, ça m'intéresse d'aller voir. Moi, j'ai besoin de voir pour comprendre. Si tu me montres un schéma, machin, moi, je ne comprends pas. J'ai besoin d'aller voir 3 jours un entraîneur pour voir comment lui, il met en place son jeu de transition, sa défense, tout terrain, peu importe. Et voilà, chacun est différent, mais ce n'est pas une honte de dire, bah là j'atteins mes limites. Vous voyez? Et donc, il faut faire des choses qui me correspondent. Bon, moi, c'est quelque chose qui est important. Et donc, donner un exemple là-dessus, moi, quand j'avais des joueurs, en N2, on fait tous des entretiens individuels. Moi, la première question que je posais, avant même le recrutement, c'est qu'est-ce que tu attends de moi? Et les joueurs, là, ils sont assis, et là, ils te regardent avec des yeux, ils se disent, mais qu'est-ce que. Voilà. Mais moi, je dis, mais moi, c'est important de savoir ce que tu attends de moi. Déjà, on crée du lien. Je vais revenir sur la diapo 2. Et puis, surtout, on oblige le joueur à réfléchir aussi. Et nous, notre boulot, c'est de rendre les gens aussi intelligents. Et donc, qu'est-ce que tu attends de moi? Et cette saison, j'avais un joueur qui a été. J'ai appris beaucoup de lui parce que du coup, je refaisais les entretiens tous les 2-3 mois. Et à chaque fois, je posais cette question-là. Il y a un joueur qui me dit, mais coach, moi, j'ai besoin que tu me pousses. J'ai besoin que tu me pousses, j'ai besoin que tu sois exigeant avec moi. Voilà. Et puis un autre joueur qui était 35 ans, qui avait fait une carrière, tout ça, il dit non, coach, moi j'ai juste besoin que tu m'expliques comment je vais du point A au point B, basta. Je veux que tu m'expliques ce qu'on fait en défense. Voilà, sur les écrans, je veux savoir ça. Moi, le reste, moi, ça ne m'intéresse pas. Voilà. Vous voyez, donc en fait, et c'est là où je parle de management, mais avec vos jeunes, c'est aussi, vous irez peut-être moins loin dans la précision, mais c'est aussi important de créer un dialogue. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est des choses que j'ai pu faire dans les entretiens avec des joueurs. Je ne sais pas si, Hervé, tu veux, il y a des questions ou on le fera à la fin. Bon. Voilà. OK. Pour le moment, il n'y a pas de questions, donc tu peux continuer, Christophe. OK. J'enchaîne. OK. Le deuxième temps, c'est s'intéresser aux jeunes. Alors, déjà, engager un dialogue
je vais revenir sur la motivation, mais engager un dialogue avec un jeune, c'est, entre guillemets, s'assurer et avoir la garantie que c'est son projet. Et on va parler de motivation intrinsèque. Bon, pour certains, ça parle, d'autres peut-être moins. Intrinsèque, intra, c'est moi. Et extrinsèque, extérieur, c'est pas moi. C'est le projet de mes parents, c'est le projet de mon coach, mais c'est pas le mien. Voilà. Et donc, je pense que d'avoir un dialogue, ça te permet d'avoir déjà pas des garanties, mais déjà un ressenti sur, tiens, est-ce que le gamin, il fait bien les choses pour lui? Voilà, et pas pour les autres. Donc ça, c'est important. S'intéresser aux jeunes, donc dialoguer, c'est créer une sorte d'alliance. On va créer une sorte d'alliance entre le joueur et l'entraîneur. Et donc ça, vous verrez que c'est intéressant, notamment par rapport à ce qu'on appelle les besoins inférieurs. Et donc là-dessus, moi, je propose 4 questions. Ça, c'est des petits jeux qu'il faut faire. Alors, vous allez me dire, ça prend du temps sur le basket. Oui, mais c'est important. Et c'est important, il faut trouver le temps de le faire, il faut le faire. Et pourquoi pas le faire là, avec le confinement, on trouve des moyens qu'on n'avait pas forcément imaginés. Mais peut-être que le soir, quand il n'y a pas d'entraînement, on se dit, bah tiens, on se donne une demi-heure et tiens, vous réfléchissez. Allez, en ligne, on se réfléchit, on pose 4 questions. Qu'est-ce que vous attendez de moi? Ouais. Vous les joueurs, ce que vous attendez de moi. C'est important de le savoir. Le gamin qui a 10 ans, il ne va pas pouvoir vous répondre peut-être, mais vous créez cette relation. Et peut-être qu'il va pouvoir vous répondre et vous allez apprendre des choses hyper intéressantes. Voilà. La deuxième question, c'est important, on pourrait la mettre aussi dans la première, c'est mais qu'est-ce que vous pensez que vos joueurs n'aimeraient pas que vous leur fassiez? Et ça, c'est important, vous êtes tous joueurs ou joueuses, peu importe le niveau. Mais moi, il y a des choses, moi, quand j'entraîne, même en N2, je me dis toujours, mais qu'est-ce que moi qui m'a usé mentalement? Il y avait plusieurs choses, mais il y avait surtout le fait de faire des choses qui ne me servaient pas. Donc aujourd'hui, par exemple, quand je fais de l'entraînement, je me dis toujours, moi, je veux faire des choses qui soient utiles. Voilà, qui soient utiles. Donc le grand, le poste 5, je ne lui fais pas faire de la défense tout terrain, parce qu'il n'en fera jamais. Voilà. Et puis moi, de faire une sanction parce que j'ai perdu un match, moi ça m'ennuie. Ça ne me va pas parce que moi, je pense que j'ai tout fait pour qu'on gagne le match. Je pense que j'ai tout fait pour qu'on gagne. Donc, je ne comprends pas que je sois sanctionné. Après, ça se trouve, j'ai été nullissime. C'est pas le débat. Et ça, on y reviendra dans les objectifs. Mais ouais, donc je ne comprends pas la sanction. Vous voyez, donc moi, je pars du principe, et c'est très simple, c'est qu'est-ce que j'aimerais pas qu'on me fasse faire. Voilà. Et donc, il faut le poser cette question-là à vos joueurs. C'est intéressant. Moi, j'ai fait dans le cadre de mon activité, en fait d'antidopage, je fais beaucoup de prévention avec des jeunes et j'ai posé cette question-là. Je leur posais des questions, je leur donnais 2 minutes pour répondre avec des post-it de manière anonyme. Et en fait, on est vraiment là-dessus. Les joueurs, ils n'aiment pas la sanction, ils veulent comprendre ce qu'ils font. Vous voyez, donc il y a cette idée de comprendre ce qu'on fait. Voilà. Donc ça, c'est important. Qu'est-ce qui leur fait peur? Voilà. Moi, j'ai fait l'intervention, c'était sur un pôle France natation. Donc des gamins il y avait deux nageurs qui étaient sur des listes pour aller aux Jeux Olympiques. Eh bien, 90%, voilà, sur 27 gamins qu'il y avait, à 90%, ce qui leur fait peur, c'est l'échec. Voilà, c'est l'échec. Comment voulez-vous être focus, concentré sur les apprentissages, sur l'engagement, sur l'application, si déjà dans votre tête, vous êtes, comment dirais-je, obnubilé par l'échec? C'est impossible. Et donc ça, c'est notre boulot à nous. Notre boulot, c'est de créer un cadre où l'échec n'a pas de place. Voilà. On va y revenir. Ça sera le cœur de l'intervention. Et derrière, c'est aussi demander à vos jeunes, mais qu'est-ce que eux viennent chercher? D'accord? Et il y a un test que moi, j'en fais faire, un petit test qui vient de la Fédération de basket sur les profils en 5 questions qui détermine un profil. Le profil, il va évoluer avec l'âge. Mais c'est intéressant à faire, c'est simple à faire parce que vous allez apprendre qu'il y a des joueurs, eux, ils sont compétiteurs, ils veulent que gagner. Ça existe. Mais il y en a d'autres, ils veulent participer. D'autres, ils veulent maîtriser des contenus. D'autres, ils veulent, si je passe, j'ai gagné ici, je veux monter, je veux évoluer. Bon, voilà. Et ce test-là, il vient des jeux vidéo où en fait, les jeux vidéo, dans un jeu vidéo, pourquoi ça cartonne? Parce que on retrouve les profils des jeunes
bah, ils peuvent se nourrir parce que dans un jeu vidéo, je peux gagner, je peux finir premier ou dernier, donc ça convient à celui qui veut gagner. Je peux découvrir des mondes, donc pour celui qui veut découvrir. Je peux maîtriser en restant sur je dirais un même étage de jeu. Je peux développer de la maîtrise. Et puis le côté social, je peux jouer avec un casque à l'autre bout du monde avec un copain qui est aux États-Unis. Et donc on trouve, tout le monde y trouve, voilà, quelque chose pour se nourrir en fait. Et donc ça c'est intéressant. Et donc je sais que la fédération, elle se dit, mais nos exercices, il faut les penser comme ça. Nos exercices d'entraînement, il faudra les penser où les profils de jeunes, voilà, ils puissent voilà, trouver ce qu'ils viennent chercher. Voilà. Et donc ça, c'est l'aspect sécurité. Vous vous rappelez la pyramide de Maslow, c'est voilà, déjà mettre les joueurs en sécurité. Donc ça, pour moi, c'est important. J'ai un exemple à vous donner. J'ai fait un entretien qui est assez récent, ça devait être en décembre, avec un joueur. Et je lui ai dit, c'est toujours pour vérifier un joueur de 28 ans, qui est un bon joueur. C'est toujours pour vérifier. On doit toujours voilà, checker que régulièrement, voilà, ce genre de questions. Je lui dis, dis-moi, je te donne 2 jours. Dans 2 jours, on se voit, on a un entretien. Et donne-moi une situation basket où tu te sens compétent. Voilà. Donc, hop, au bout de 2 jours, il vient. Je dis, bon, vas-y, assieds-toi. Voilà, je t'écoute. J'avais la plaquette, le stylo. Je dis, donne-moi une situation où tu es compétent. Donc déjà, c'est bien parce que ça te fait réfléchir et on parle de compétences. Moi, je ne parle pas de points faibles. On ne construit pas sur des choses négatives, on construit sur des choses positives. Donne-moi une situation compétente. Il me montre une situation. OK. Donc là, je vais vous passer les détails parce que on est allé assez loin, même dans les émotions, dans le questionnement. Voilà. Bref. Et en fait, la situation où il est compétent, j'étais complètement d'accord avec lui. C'est des choses qu'on avait déjà vues parce que ce que je ne vous ai pas dit, c'est que, mais je vais y revenir sur la motivation. C'est hyper important de définir un rôle. C'est plus compliqué avec un jeune parce que le rôle, il n'y a pas de poste de jeu. Voilà, avant 16 ans, on sait qu'il n'y a pas de poste de jeu. Il faut qu'il puisse faire un peu tout, mais c'est pas grave. Le rôle, il peut être minime, mais le rôle, il peut être juste de défendre entre la balle et le panier, par exemple. Voilà, ça peut être ça. Et puis, c'est d'être toujours engagé à fond. Ça peut être ça son rôle. Peu importe. Ça va être minimisé, puis ça va grossir avec le temps. Et donc le joueur en question, dès le mois d'août, on a échangé sur comment il voit son poste. On a négocié, parce que nous, notre boulot d'entraîneur, quand on est sur des équipes seniors, on peut pas, les joueurs, si vous les écoutez, ils peuvent tout faire. Sauf que nous, ce qu'on veut, c'est des joueurs efficaces. Et donc, l'efficacité, et ça, c'est une vraie lutte au quotidien, notamment sur des divisions comme ça là. Je pense que ce qui fait la différence entre, il y a des très bons joueurs à des divisions, c'est qu'ils n'ont pas compris que pour jouer au niveau, il faut un point fort. Les exceptions, voilà, Tony Parker, il a plein de points forts, mais c'est une exception. Et souvent, le haut niveau, et moi j'en faisais partie, j'avais juste un point fort, voilà, et qui te permet de jouer au niveau. Et les joueurs d'Endo, ils pensent qu'ils peuvent tout faire. Moi, le boulot, c'est de rétrécir la voilure, en disant là, tu es efficace. Et forcément que nous, derrière ce qu'on voit, c'est la complémentarité. Et dans le recrutement, c'est comme ça qu'on doit réfléchir, c'est quand on voit des vidéos, quand on se renseigne, il faut bien sûr, nous on pense complémentarité, les joueurs ils pensent pas ça. Les joueurs ils pensent forcément, ils ont leur projet personnel, qui est un projet, ils peuvent tous tirer à 3 points, ils peuvent tout faire du post-up, ils peuvent tout jouer les pick and roll, voilà. Et donc, nous on avait négocié ça, donc le joueur, je reviens à mon entretien, donne-moi une situation où tu es compétent. Je savais qu'il allait me proposer cette action-là parce que c'est là où moi je l'avais positionné. Voilà. Et sauf qu'au cours de l'entretien, j'apprends que, voilà, que lui, ce qui lui fait peur, en fait, où il n'est pas à l'aise, c'est dans le tir parce qu'il a peur de louper. Et je le sais, parce que c'est un joueur qui n'est pas efficace du tout. Il n'est pas efficace. Il est bon dans la prise de post-up, il est bon dans l'exécution du geste, par contre, dans la finition, voilà, c'est quelqu'un qui n'est pas à un haut pourcentage, alors que c'est son point fort. Et donc, j'étais le questionné là-dessus. Et donc, bah, lui, la notion d'échec, c'est important. Et donc, dans le questionnement, j'ai voulu remonter un peu. Je passe les détails parce que ça fait partie du vestiaire, mais on a été loin dans l'apprentissage quand il était jeune. Et donc là, on était loin. Et donc, ça, c'était le mardi. Et le samedi, il me fait un match extraordinaire sur cette dimension-là. Ah, il a dû provoquer des fautes. Je lui ai dit, mais tu sais, quand tu provoques une faute, c'est une action positive. Les joueurs, ils voient que le panier marqué, mais provoquer une faute, c'est une action positive. Voilà. Et donc, il avait dû faire 4 fautes provoquées, 14 points ou 13 ou 14 points sur ce point fort-là. Voilà. Ça a été des choses qui étaient vraiment hyper importantes, efficaces avec un joueur de 28 ans. Donc, vous voyez, ces relations-là, c'est tout le temps.
Moi, j'avais tendance à faire beaucoup de choses au mois d'août à la reprise, et puis après, il ne se passe plus rien. Erreur. Je pense que c'est tout le temps un petit peu. Voilà. Et donc, voilà, les joueurs de 28 ans, ils ont besoin d'une sécurité en termes de basket, toujours aussi. Donc, imaginez un gamin de 12 ans qui découvre l'activité, c'est multiplié par 100. Donc, c'est pour ça que moi, aujourd'hui, je suis passionné par faire ces genres d'intervention parce que j'ai ce retour d'un joueur, d'entraîneur, de senior, même si c'est que de la N2, c'est pas grave, de jeunes. Et donc, je trouve que c'est intéressant de faire partager cette expérience-là. Voilà. Christophe, quelques questions qui nous arrivent. La première, c'est comment amener le jeune joueur à parler s'il reste muet pendant l'entretien et qu'il ne répond pas à ses questions, quelqu'un qui pourrait être introverti ou quelqu'un qui pourrait avoir peur? Alors, je pense qu'il faut alterner entre des choses en grand groupe, toujours de manière anonyme, tu vois, et puis des choses en petits groupes. Alors, forcément que je vais revenir après sur l'aspect sécurité. Il y a des gens pour qui c'est plus compliqué oralement de parler. Alors, ça peut être trouver un biais en disant, bah, tiens, pour la semaine prochaine, est-ce que tu peux m'écrire quelque chose sur des post-it par rapport à la question que je t'ai posée? Tu vois, c'est là où c'est complexe. Et c'est là où nous, entraîneurs, tu vois, on est dépourvu aussi de moyens peut-être parce que là, ça rentre dans le cadre aussi presque de la psychologie. Il faut en tous les cas essayer de trouver un moyen où il puisse s'exprimer par écrit, par oral, grand groupe, petit groupe, individuel, comment dirais-je, inorganisé. C'est-à-dire que moi, ce que j'aime aussi, c'est d'arriver, ben forcément, hein, comme tu es entraîneur, toujours un peu avant. Et puis dès que tu as un joueur, tu vas venir lui parler. Tiens, et moi, des joueurs seniors, je m'intéresse un peu discrètement. Leur dis, tiens, ça va, bah, ta copine, ça va, elle a trouvé du boulot, c'en est où Et donc, on va arriver sur des choses qui sont un peu officieuses, des moments officieux, voilà, et où les gens vont être plus disponibles parce qu'ils sont surpris en fait par ça. Voilà, donc il faut aussi surprendre les joueurs, s'asseoir à côté d'eux. Je vais y parler après de la proximité et de l'appartenance. Mais pour moi, c'est important de trouver des moments. Il y en a plein en fait. Voilà, j'ai pas de réponse, mais il faut trouver un moment pour créer cette relation. Il y a une question qui va dans ce sens. Ne penses-tu pas que les entretiens préparés sont moins pertinents parfois? Oui, il faut tout. Voilà, il faut tout. Il faut des, il faut des jeux, des jeux en grand groupe. Je vais y revenir, moi, ce que j'ai pu faire. Voilà, voilà, il faut voilà, ce que j'ai dit, des petits groupes. Tu pourrais aller presque jusqu'au profil. Quand tu fais le test de profil, tu dis, bah tiens, on va réunir les mêmes profils, tu vois. Il y a plein de choses à faire. En fait, il faut s'amuser avec ça. Et quand tu parles des profils, reviendras-tu sur le questionnaire? Tu as parlé du questionnaire qui a été utilisé par la fédération. Quel est le Oui, questionnaire que tu utilises? ouais. Je ne l'ai pas mis là dans le diapo parce que du coup, ça prendrait du temps. Je sais que le temps est réduit, mais je pourrais le partager. Si on peut repartager, j'ai le PowerPoint sur l'ordinateur, on pourra le faire ensemble. Et bien sûr, bien sûr. C'est à prendre avec des pincettes parce que nous, on l'a fait avec des jeunes et le gamin qui n'est pas killer, il peut être déçu. Il dit, ah non, mais moi, je suis un killer pourtant. Donc, il faut enfin, voilà, utiliser ça avec des pincettes et puis surtout, c'est dire aux jeunes que ça évolue en fait avec l'âge, avec le parcours de vie. C'est des choses qui évoluent, qu'il faut faire aussi de manière assez régulière. Dernière question, tu as dit que les jeunes avaient peur de la défaite. Euh, Pourquoi avoir peur de la défaite n'est pas bon? Avoir peur ne veut pas forcément dire perdre ses moyens? En tous les cas, on ne peut, gagner, perdre, c'est pas un objectif. Je vais y revenir après sur ma diapo objectif. Gagner ou perdre, c'est pas un objectif. Donc nous entraîneurs, notamment les jeunes entraîneurs, parce que moi je pense sincèrement que quand tu es jeune, ton seul moyen de t'exprimer, c'est alors attention, on peut pas généraliser. Je suis toujours dans l'extrémisme, mais pour marquer un peu les choses. Et puis c'est quand même des choses qu'on observe. Quand tu es jeune entraîneur, pour marquer ta compétence, souvent, eh bien, tu vas vouloir gagner à tout prix. Comme ça, parce que on est comme ça. Enfin, notre sport, là, je ne crache pas sur l'état d'esprit des Français, mais tu es un bon entraîneur, tu es compétent. Tu es un mauvais entraîneur, tu es incompétent. C'est comme ça qu'on est évalué. Voilà. Moi, ce que je fais aujourd'hui avec mon équipe de N2, on était premier, mais je faisais la même chose il y a 4 ans quand on jouait le maintien. Voilà. Je suis meilleur dans le recrutement. On a fait moins d'erreurs. On a eu de la chance. Mais on fait les mêmes choses en fait. Est-ce que je suis plus compétent qu'il y a 4 ans?
Non, pas forcément. En tous les cas, moi, les entraînements, les contenus, ils ont pas forcément, ils évoluent forcément, mais et pourtant, voilà. Sauf qu'aujourd'hui, tout le monde te dit, t'es premier. Non, ça c'est une grosse supercherie du système, mais c'est comme ça malheureusement. Et donc, ce que je veux dire, c'est que voilà, gagner, c'est pas un objectif. Ça doit pas, en tous les cas, on doit pas être imprégné de ça. Nous, on doit être focus sur le terrain et les joueurs. C'est les joueurs au cœur du truc. Et la deuxième chose, c'est souvent on dit, bah ouais, enfin, on voit beaucoup d'entraîneurs hurler au bord du terrain. Moi, j'ai pas hurlé, mais j'ai pu être un peu exigeant, un peu trop, par rapport notamment à des pertes de balles, choses comme ça. Et en fait, hurler, c'est quand aussi tu as une incapacité à donner plus de consignes, en fait. Et on le voit bien aujourd'hui avec l'âge. Moi, on est posé sur le, parce qu'on a de l'expérience, parce qu'on sait quoi dire. Et quand tu es jeune, voilà. Et donc, le réflexe que tu peux avoir, c'est de crier après des jeunes. Donc, on va voir que ça, il faut s'en sortir. Bon. Je termine sur cette diapo sécurité. Vous devez savoir que on ne peut pas accéder aux besoins supérieurs. Je vais y revenir. Sur le troisième étage de la pyramide de Maslow, les deux premiers étages, c'est des besoins inférieurs. On ne pourra pas accéder, ou ça sera compliqué d'accéder aux besoins supérieurs si les besoins inférieurs ne sont pas nourris. Voilà. Et donc, ça aura une répercussion sur l'apprentissage. Ce que je vous dis là, je ne l'ai pas inventé, c'est la littérature des psys, d'accord. C'est des discussions que j'ai eues avec des gens qui sont psys, en fait. Et voilà, donc si je réaffirme, hein, si vraiment l'étage de sécurité n'est pas OK, au-dessus, ça va être compliqué d'accéder. Et donc, les apprentissages seront compliqués. Donc ça, on le sait que c'est important. Et donc, vous devez savoir qu'on n'est pas tous égaux, que les jeunes que vous entraînez ne sont pas tous égaux dans les besoins au niveau de la sécurité. Le gamin qui vit une situation dramatique avec ses parents, ça existe tous les jours, et que vous n'êtes pas au courant. Mettez-vous à sa place. Comment vous pensez qu'il peut avoir des apprentissages basket? C'est impossible. C'est impossible. Donc, il faut s'y intéresser. Et donc, il faut pas être trop intrusif, c'est ça, où il faut du tact, voilà. Mais ça, il faut le savoir. Le gamin qui est en échec scolaire, moi, j'en ai fait partie, voilà. Où tu es brimé par ta taille, par tout ça, ben, tu arrives, voilà. Et si en plus de ça, à la maison, tu n'es pas valorisé, comment voulez-vous que le cerveau et le corps ils soient disponibles pour des apprentissages? Impossible. Impossible. Voilà. Et moi, mon expérience, c'est le jour où j'ai commencé, j'étais en échec scolaire, je faisais du foot, peu importe. Voilà, redoubler la CM2, redoubler la troisième. Je commence le basket, je me fais virer d'un collège. Je commence le basket à 15 ans. Et je rencontre un entraîneur, mon premier entraîneur, voilà, à Lorient, qui me dit, bah, toi, la première chose qu'il me dit, tu vas être utile. Oh, bingo. Voilà. Et là, à partir de ce moment-là, bah, dans la tête, il y a un truc qui se déclenche. Tu vas être utile parce que tu fais 2,5 m, tu as 15 ans, et en plus de ça, je vais te développer, machin. Donc, du coup, ça a changé ma vie, en fait, finalement. Du coup, parce que je suis toujours dans le basket, il m'a donné envie de continuer dans le basket. Et voilà, et après toutes les rencontres que j'ai eues, Hervé, je l'ai rencontré au bout d'un an de basket, toutes les rencontres ont fait que moi, j'ai eu envie de continuer à jouer au basket. Voilà, donc, même si j'y reviendrai, je n'ai pas forcément bien vécu le monde professionnel. Mais ça, c'est autre chose. Voilà. Bon, donc ça, c'est important. Je passe beaucoup de temps, mais c'est hyper, pour moi, c'est hyper important. Voilà. Et ça, c'est valable pour des joueurs seniors. Pour moi, c'est valable pour des joueurs seniors. Si tu crées, eux, le niveau sécurité, c'est bon, c'est calé. Mais si par contre, tu les sanctionnes sans arrêt, que tu n'as pas un échange intelligent, que tu n'as pas une pertinence dans ce que tu fais, ça ne marchera pas. Parce que les joueurs, même à 28, 30 ans, ils jouent aussi pour leur coach. Vous voyez, donc un peu. Donc pour moi, ça fonctionne dans l'entreprise, c'est pareil. Donc voilà. Ok, j'enchaîne sur. Parfait. Voilà. Je reviens. Voilà. Je reviens rapide. Voilà. Sur cette pyramide, voilà. On a vu. Là, on vient de passer beaucoup de temps, parce qu'au bien, si ce n'est pas résolu, c'est des facteurs de démotivation. On enchaîne maintenant sur le niveau de l'appartenance. Nous, moi j'y ai réfléchi un peu là, et on a une activité qui est top là-dessus. En fait, l'idée d'imposer un cadre, un rituel, d'accord. Donc, on va parler d'horaire, de matériel. Voilà, forcément, même si en jeune, il y a des problématiques de transport, bon, c'est différent, mais et chez les seniors, on est habitué à ça. Le cadre où c'est rigide,
Voilà. Et à l'intérieur du cadre, c'est le basket. Voilà, c'est autre chose. Bon. Mais voilà. Donner des routines d'échauffement. D'accord? Le check d'équipe, je vais y revenir, le cri d'équipe, les couleurs d'équipe aux entraînements, le jour de la semaine, tout ça, ça donne une appartenance. Voilà. En fait, on a la chance, nous, d'avoir l'exemple type, c'est les Américains, c'est les joueurs américains. Voilà. Les joueurs américains, ils sont toujours, même 15 ans après, quand ils viennent en France, ils s'entraînent toujours avec le t-shirt de l'université. Quand ils sont vraiment hantés par leur équipe de collège, leur équipe d'université, parce que pour eux, voilà, tout ça, ça représente une appartenance. Et c'est important. Nous, on a le check d'équipe. Je parle souvent de ça. Moi, j'ai vu, par exemple, moi, je pensais qu'il fallait beaucoup de distance avec les jeunes joueurs ou avec les joueurs seniors. Et en fait, quand j'ai été sur mon voyage en Espagne, j'étais dans le club du FC Barcelone, qui est un des plus grands clubs européens. Et là, j'ai été épaté par le côté empathique des entraîneurs, où en fait, ils mettaient toujours, alors ils check, ouais, ils se checkaient les mains, et ils mettaient toujours la main sur l'épaule des joueurs, des jeunes joueurs. Et donc, du coup, moi, je leur disais, mais vous n'avez pas peur que ça crée une trop grande proximité? Ils disaient non, mais ça, c'est juste que nous, c'est un code qu'on a entre nous. Et mettre la main sur l'épaule, c'est déjà rassurer le joueur et d'avoir toujours ce côté sécurité. Et moi, cette année, je me suis surpris, je n'étais pas du tout comme ça, moi, psychorigide, assez machin. Et là, depuis 2 ans, je me suis surpris justement, avant l'entraînement, je dis, tiens, lui, il faut, alors c'était un peu calculé, puis après, c'est devenu un peu plus automatique, mais à mettre la main sur l'épaule d'un joueur, même d'un joueur étranger qui a une super expérience, machin, et ça crée, il y avait c'était pas irrespectueux, j'avais toujours en tous les cas le respect du joueur, et moi je trouvais ça intéressant. Moi, ça me correspondait, ce côté-là, parce que du coup, tu vas créer voilà, une relation qui est intéressante, je trouve. Le cri d'équipe, c'est important. Voilà, les couleurs d'équipe aux entraînements. Et en fait, ça, l'idée, c'est que ça permet en fait de laisser ton sac à dos chargé de problématiques dont on a parlé avant, de scolaire, familial. Tu laisses ton sac à dos dans le vestiaire et là, tu deviens quelqu'un d'autre. Voilà, tu deviens quelqu'un d'autre. Tu viens t'entraîner, tu mets ton chasuble, j'en sais rien moi, ou des t-shirts. Là, le mardi, ça va être le t-shirt rouge pour l'entraînement. Voilà, et là, tu deviens quelqu'un d'autre. Et ça, c'est hyper important parce que du coup, voilà, tu vas exister. Voilà, tu appartiens à une équipe et pour la confiance en soi, c'est énorme. Voilà, et ça répond au troisième étage de cette pyramide, qui est le système d'appartenance. Nous, on a cette chance d'avoir un sport co où il y a des mœurs qui nous viennent des États-Unis et qui sont top en fait, qui sont vraiment top voilà, pour avoir un ancrage entre nous. Et on parle aussi de résilience en ce moment, beaucoup de la résilience. La résilience, c'est suite à un traumatisme, c'est la capacité à rebondir après un traumatisme. C'est les accidentés de la route, mais c'est aussi là les gens qui sont dans un confinement qui le vivent très mal. Il y a des gens qui vivent très mal ça. Et donc après, il va y avoir de la résilience. C'est les militaires qui sortent de guerre, voilà. Et c'est comment sortir d'un traumatisme. Ben nous, ça, mais c'est top. Vraiment, ça, c'est des choses qui sont pour moi essentielles. Vous voyez, on ne parle pas de basket, mais ça, pour moi, c'est essentiel. Parce que ça va conditionner le reste. Voilà. OK. Je continue sur l'aspect de la motivation. Alors ça, je l'ai rajouté parce que du coup, moi, comme je suis curieux, j'ai contacté une psychiatre là, qui a fait une intervention pour la Ligue ARA qui était sur Bibasket. Donc, je l'ai contactée. Voilà. Et on s'est fait un Zoom. Bon, moi, j'ai rien inventé. Hein, j'ai piqué un peu à droite à gauche. Et elle me dit, je vais montrer le PowerPoint. Elle me dit, vous devriez reparler de la motivation, en fait. Rajouter une diapo. Et donc, en fait, l'idée, c'est que, moi, ça, j'y crois, c'est que tous les jours ont une capacité à progresser. Voilà, et je vous parlerai d'une étude dont elle a relaté, donc vous l'avez sans doute entendu, mais cette étude qui date de 30 ans, où on a testé le QI de 50 personnes, je crois 50 jeunes, et derrière, on a menti au prof, on a dit, bah tiens, à un prof, on lui dit, bah tiens, je te donne les 25 meilleurs QI, à toi. En fait, ce n'était pas les meilleurs QI, c'était les plus faibles QI. Et on a mis les 25 meilleurs QI à un autre prof qui ne connaissait pas l'expérience. Tiens, toi, tu as les plus mauvais QI, alors que c'était les meilleurs. Au bout d'un an, les gens donc avaient le moins bon QI, mais à qui on avait dit
aux professeurs que c'est les meilleurs QI, ils ont eu les meilleurs résultats, les meilleures progressions, les meilleurs apprentissages que ceux qui avaient le meilleur QI. En fait, ça veut dire que on avait conditionné, et donc on est conditionné aussi par des éducations, par des choses qu'on a reçues et qui sont fausses en fait. Donc le conditionnement, la motivation, enfin, notre conditionnement à nous, il est fondamental. Il est fondamental. Et rappelez-vous qu'on est, ça je vais y revenir un peu, on est une société, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est aussi les travaux, on est plutôt une société négative. On va voir toujours le côté, le verre à moitié vide. Voilà. Et moi, je fais des formations là, avec l'INSEP depuis 2 ans où, pareil, moi, naturellement, quand des gens font une présentation, qu'est-ce que vous en pensez? Je dis, bah ouais, je pense qu'il aurait dû faire ça. Top. Non, non. Ici, on parle que de négatif, que de positif. On construit que sur du positif. Et donc, c'est voilà, c'est hyper intéressant cette réflexion. Et donc, voilà, tous les jours, on a cette capacité à progresser. La motivation intrinsèque, on en a parlé, d'accord? Elle est intéressante dans les entretiens. Ça nous permet de vérifier dans les entretiens la motivation du gamin. C'est mon projet, ma satisfaction. C'est pas celle des autres. Et donc, ça va me permettre de perdurer dans la discipline. Voilà. Et puis, la motivation externe, qui n'est pas la motivation extrinsèque. Cette motivation externe, d'accord, elle est nourrie, elle est alimentée par les encouragements, d'accord, l'affiliation de l'entraîneur des parents. J'y reviendrai sur les feedbacks qui sont fondamentaux. Et donc, ça, c'est important. Et donc, pareil, des expériences montrent que sur 10 interactions avec un jeune, 10 affirmations, si 9 sont positives, tu défends super bien, tu cours très fort, tu cours très vite, tu es vraiment engagé. Par contre, ouais, je trouve que tu n'es pas du tout adroit. Le jeune ou le senior retiendra uniquement la consigne négative. Voilà, ça, c'est des travaux qui ont été éprouvés. Voilà, donc il retiendra que ça, alors que avant, vous avez dit 9 choses positives. Voilà, donc ça, il faut le savoir. Et moi, je sais que, par exemple, quand je fais des montages vidéo pour mon équipe, voilà, je vais forcément toujours commencer par du positif, même quand tu as pris 30 points. Voilà. Alors, les images seront peut-être pas forcément nombreuses, mais je vais dire, tiens, les gars, ça, c'est bien. Ça, c'est positif. Ça, il faut qu'on renforce. Même avec une équipe senior, hein. Derrière, je vais forcément montrer des choses qui sont moins bonnes. Pas négatives, mais moins bonnes. Là, on doit progresser. Et derrière, je vais finir par des choses positives. Voilà. Et surtout, derrière, je ne fais pas un entraînement sanction. Je fais un entraînement intelligent où on va peut-être reprendre sur des choses qu'on vient de voir en vidéo, qui n'ont pas marché le samedi, sur lesquelles on va retravailler. Moi, ça me rassure. Les joueurs, ça va les rassurer. Et derrière, ils sont engagés parce que on ne les sanctionne pas, sanctionnons pas. Tu montres que tu n'es pas au-dessus d'eux. En fait, tu fais partie d'eux. Tu fais la même équipe. Et donc, c'est ça, la sanction pour moi, elle est complètement négative parce que quand tu sanctionnes, ça veut dire que toi, tu te mets tout en haut et tes joueurs sont là. Pas possible. Ça ne marche pas. Tes joueurs, ils vont te lâcher, ils vont pas, et puis surtout, ils vont pas t'écouter. Et donc, voilà, donc ça, moi, c'était des choses que moi, je faisais, que je trouvais, alors ça me rassurait moi, hein, sans doute, mais je trouvais que les résultats derrière étaient positifs en termes d'engagement et en termes voilà, de réduire l'impact d'une défaite. Voilà. Et tout ça, ce qu'on sait aussi, quand ma motivation n'est pas intrinsèque, donc je fais les choses pour les autres, quand je n'ai pas de motivation externe, d'encouragement, on sait, ça c'est un terme que moi j'utilisais pas, mais qui est un terme scientifique et qui vient des psys, la somatisation. Et moi je l'ai vu, hein, je l'ai vu notamment sur des pôles espoirs, parce que le pôle ou les pôles France, c'est vraiment vous voyez, c'est l'accès à haut niveau. Donc c'est des structures où on n'imagine pas, nous, quand on entraîne, la pression qu'ont les gamins. Hein. Nous, on entraîne, moi quand j'entraînais au pôle, j'entraînais pendant 6 ans au pôle de Bretagne. J'ai eu des filles, j'ai eu des garçons, parce que pour moi, c'est important aussi de coacher des filles. Voilà. Et il y a une génération où les filles, c'était impressionnant. Dès qu'elles loupaient un truc, ben, elles tapaient dans les ballons, et elles tapaient dans les tapis. Enfin, c'était vraiment vécu comme un traumatisme, en fait. Et donc, alors, un exemple, nous, on avait, avec François Brisson, je bossais sur le pôle, on avait réfléchi à modifier les formes de travail. Voilà. Et donc, par exemple, quand on faisait des exercices de contre-attaque, celui qui avait tiré, il revenait systématiquement en défense. Voilà. C'est un détail, mais quelle est son importance? Ça évitait
on le faisait pas avec les garçons, on le faisait avec les filles pour lutter contre cette notion d'échec là. Eh bien, ça évitait aux gamines de réfléchir. Ah, t'as pas le temps. T'as pas le temps de réfléchir à savoir si tu as marqué ou loupé. Il faut que tu reviennes en défense. Et on faisait pas de remise en jeu pour que ça t'oblige encore plus à replier encore plus vite. Vous voyez, c'était des choses qu'on avait mis en place, voilà, sur les formes de travail. Et donc, moi, je voyais des jeunes qui se blessaient, mais c'était à 90%. C'était évident. C'est montre-moi tes parents, je te dirai si tu vas te blesser. La blessure, on sait, hein, c'est pas de chance forcément, mais c'est très souvent, voilà, aussi psychologique ou un faux rythme. Voilà, un faux rythme. Quand tu arrêtes sans arrêt, tu fais un aller, hop, on stoppe, on corrige, puis on fait un aller, hop, impossible. Ça, c'est des faux rythmes où, voilà. Donc ça, c'est un autre débat hein, sur les formes de travail. Mais nous, on était parti avec François en disant que tous nos exercices, ils durent, suivant le thème, 3 minutes. Pas plus que 3 minutes. L'intensité, au bout de 3 minutes, elle décline. C'est 3 minutes, voilà. On n'intervient pas. Voilà. On met des choses très simples. Plus il y a de plots, moins il y a d'intensité. Voilà. On se blesse jamais dans l'intensité. Jamais, c'est bien sûr extrémiste, mais moi, je l'ai vérifié. Et je fais les mêmes choses avec mon équipe de N2. Voilà, c'était 4 minutes, je n'interviens pas. Par contre, au bout de 4 minutes, là, on corrige. Voilà, là, ce que je veux, c'est jouer profond, jouer large. D'accord, c'est pas stopper la balle. Voilà, peu importe. Et on repart et on répète. La même situation, le même cadre. Pas de plot, jamais de plot, jamais. Voilà. Ça dépend ce que tu veux travailler. Là, je voulais travailler l'intensité. Si je veux travailler la coordination, eh bien, on va faire un parcours. Voilà, ça sera différent. Mais je veux travailler la coordination. Je sais ce que je veux travailler. Je ne travaille pas l'intensité. Donc là, je reviens sur ma première d'apo qui, je dois donner du sens à ce que je fais. D'accord? Et donc, moi, je voyais bien des gamines qui, avant d'aller au tournoi interligue, une semaine avant, bing, blessure. Ah bah, c'était pas surprenant. C'était pas surprenant. Alors, imaginez quand elles allaient au tournoi interzone, au camp national, bah, là, c'était la folie parce qu'imagine la pression des parents, tout ça. Moi, j'ai même vu des parents qui insistaient pour que le gamin il s'entraîne alors qu'il avait une entorse parce qu'il était retenu pour le camp national. Donc, elle dit, mais moi, je ne serai pas l'entraîneur qui va entraîner ton gamin qui est blessé. Vous voyez, donc c'est voilà, la somatisation, c'est aussi un déficit dans ces deux motivations. Vous devez le savoir, c'est important. Voilà. OK. Alors ça, pour moi, j'insiste beaucoup là-dessus. J'insiste beaucoup là-dessus parce que on oublie. Et donc là, on est, pardon, désolé, on est vraiment sur. On doit avoir conscience quand on entraîne des jeunes notamment que le basket, c'est un sport qui est complexe. Alors, on n'est que des basketteurs, on peut le dire, ça reste entre nous. On peut dire aujourd'hui, affirmer qu'on est un des sports les plus complexes qui existent. Voilà. Nous, on est à une habileté ouverte, c'est-à-dire que c'est jamais, c'est ce qui fait que c'est un sport complexe, c'est jamais la même chose qui se passe. On ne sait jamais ce que vont faire mes coéquipiers. Donc, nous, justement, entraîneurs, on va essayer de cadrer les espaces pour avoir des certitudes, mais la défense, on ne sait pas ce qu'elle va faire. C'est ce qui rend le sport incertain. On a une cible en hauteur. Si vous trouvez des sports qui ont des cibles en hauteur, ben, vous me direz, mais il n'y en a pas beaucoup. Vous faites du volley, du tennis de table, il n'y a pas de défense. Donc, vous voyez, on est vraiment un sport qui est compliqué, avec des règles qui évoluent sans arrêt. Donc, du coup, quand les règles elles évoluent sans arrêt, en fait, ton cerveau, il est concentré sur la règle et pas sur l'intensité. Vous voyez, c'est des choses qui sont complexes. Voilà. Il faut de l'expérience parce que c'est quand on répète des situations qu'on va développer le répertoire moteur, tout ça. Donc, c'est l'expérience. Donc, quand tu commences le basket à 10 ans, bah, tu n'as pas d'expérience. Donc, on ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. Et puis, surtout, je l'ai mis tout en haut, si on n'a pas conscience que le basket génère de l'échec, ben, en fait, on n'a pas compris ce qui nous attendait, en fait. Notamment quand tu es un jeune entraîneur, le basket, il génère de fait de l'échec. Donc, en fait, l'échec, ça doit être dans notre cerveau, c'est évident, mais ça ne doit pas être quelque chose qu'on stigmatise puisque ça fait partie de notre discipline. Bien sûr, notre boulot, ça va être de minimiser tout ça, d'accord? Mais il faut de l'expérience, donc on peut pas aller plus vite que l'expérience, que le temps, d'accord? Et donc, on ne peut pas stigmatiser l'échec, et surtout, c'est l'accumulation d'échecs qui va m'amener aussi à la réussite. C'est surtout la prise d'initiative qui va me permettre un jour de maximiser la réussite. Voilà. Et ça, imaginez-vous, quand je dis ne fais pas aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse, c'est mettez-vous dans la peau d'un gamin qui commence le basket, qui a 10 ans ou 12 ans. Ben, il faut avoir en tête que
que c'est un sport qui génère beaucoup d'échecs. Et donc, je ne sais pas si je parle, attendez, je ne sais plus, désolé, je vais revenir. Voilà. Et donc, je reviens, je fais un petit aparté sur la notion de plaisir. La notion de plaisir, parce qu'on l'entend tout le temps au bord du terrain. Vous devez savoir que le plaisir, c'est maîtrise, réussite. S'il n'y a pas de maîtrise et pas de réussite, il n'y aura pas de plaisir. Donc, quand on dit à un jeune qui commence, fais-toi plaisir, c'est impossible. Pour lui, ça ne lui parle pas. Donc, nous, ça veut dire que nous, entraîneurs, on doit développer la maîtrise, d'accord, des fondamentaux. Voilà. À nous, et donc la réussite. Après, à nous de, comment dirais-je, de mettre en place des situations, voilà, qui vont évoluer parce que faire du 1 contre 1, enfin, je sais pas, ouais, du 1 contre 1 avec un défenseur qui a un avantage, c'est sûr que tu n'auras pas, pas de réussite. D'accord? Donc peut-être qu'on va commencer par du 1 contre 0, vitesse plein pot, un aller-retour, parce qu'on sait que le basket, c'est au minimum, grand minimum, un aller-retour, d'accord? Voire même deux. Et puis ensuite, on va amener la défense progressivement avec un retard important et puis avec un avantage. Bon, ça, c'est à nous de manipuler ça dans les formes de travail. D'accord? Mais on sait que voilà, le plaisir, il va venir de ça. Maîtrise plus réussite. Donc ça, on doit l'avoir en tête. Donc il faut qu'on l'amène les gens en réussite alors que le basket, c'est un sport d'échec. Donc vous imaginez bien le conflit qu'il y a entre réussite et échec. Donc voilà, donc l'échec, on l'enlève de notre set. Ça ne fait pas partie de notre truc. Nous, on doit se centrer sur des choses qui sont pour nous essentielles. OK, je passe sur cette diapo. Enfin, on vient sur cette diapo. En fait, là, on est sur. J'ai mis l'estime de soi. On va rappeler, si on vient sur, comment dirais-je, sur la pyramide, c'est le quatrième étage. En fait, on doit savoir, moi je l'ai appris il n'y a pas si longtemps que ça, en fait, hein, que gagner et marquer un panier, voilà, c'est une conséquence et pas un objectif. Alors, dans les faits, ça veut dire que moi, dans mes actes au quotidien, avec une équipe senior, mais même avec des jeunes et a fortiori avec des jeunes, j'ai pas du tout d'impact d'une défaite ou d'un panier loupé. Alors, en tous les cas, je ne porte pas mon attention là-dessus. C'est-à-dire que moi, quand un joueur, et donc ça m'a aidé à voir autre chose dans le basket, dans l'entraînement. Par exemple, le mec qui loupe un tir, et moi, j'ai jamais une intervention. La seule chose que je regarde, est-ce que c'est un bon tir ou pas un bon tir? Et là, par contre, moi, mon attention, elle est portée là-dessus. C'est pas un bon tir. Tu es un shooter, mais tu avais un gars, tu as un joueur sur toi. C'est pas un bon tir. Parce que ça veut, forcément, il y a peut-être un joueur qui est dispo, ou peut-être qu'il fallait driver parce que le joueur est dans tes pieds avec la main levée. Il fallait sans doute driver. Vous voyez, donc c'est des choses où je vais intervenir. C'est plutôt la justesse du tir plutôt que la réussite. Voilà. Gagner un match, comme je vous le dis, pour moi, je suis entraîneur. Si je perds un match, je ne dors pas de la nuit. C'est mon problème. On est tous pareils parce que, voilà, mais je me dis, mais en fait, moi, dans tout ce que je fais au quotidien, mais moi, j'entraîne pas pour perdre, je coach pas pour perdre. Donc, je me dis, mais j'ai tout fait pour qu'on gagne. Malheureusement, on a perdu. Donc, en fait, ça n'a pas d'impact dans mon entraînement et dans ce que je fais. Voilà. OK? Donc, ça, c'est important. Parce que je rajoute derrière que gagner, marquer, c'est incertain puisque vous êtes deux. Il y a deux équipes. Les deux veulent gagner. Voilà. Tout le monde, et je pars du principe qu'un joueur ne fait jamais exprès de louper. Donc, pourquoi lui dire pourquoi lui dire il faut que tu marques? Ça ne sert à rien puisqu'il ne fait jamais exprès de louper. D'accord? Donc, oui, c'est assez basique, mais voilà, on ne peut pas se focaliser sur des choses qui sont incertaines. Donc, de dire aux joueurs il faut gagner aujourd'hui, c'est incertain, donc ce n'est pas un objectif. Par contre, ce qu'on sait, notamment chez les jeunes, où il faut intervenir, c'est sur ce qu'eux, ils maîtrisent. Et donc, les deux choses qu'ils maîtrisent, c'est l'implication et l'application. Moi, je traduis ça comme engagement. Voilà. Toujours être à 100%. Ça, ils peuvent être toujours à 100% dans l'implication qu'ils ont à l'entraînement. Je suis impliqué dans ce que je fais. Et dans l'application, dans l'exercice de tir, je suis appliqué. Voilà. Je suis concentré. Et donc, vous voyez bien que pour être concentré, il ne faut pas qu'il y ait un nuage là-haut. Il ne faut pas que je sois perturbé dans mes besoins premiers, notamment l'aspect sécurité. On y revient sans arrêt. Donc, pour la concentration, je dois être au clair avec l'aspect sécurité, avec l'aspect appartenance, et derrière, je vais pouvoir être concentré. Moi, ça, j'en suis convaincu. Voilà. Et donc, derrière, l'objectif, engagement.
Donc là, vous avez votre coaching du samedi. Hein. Il n'y a pas. Qu'est-ce que vous voulez inventer d'autre? Pourquoi vous voulez prendre une plaquette pour montrer des espaces de jeu? Mais ça ne sert à rien, en fait, des espaces de jeu. Tu vas aller travailler à l'entraînement, tu vas mettre des situations en place. Mais en match, il n'y a rien de nouveau. Le match, c'est juste un entraînement en plus. Voilà, c'est tout. Donc moi, avec une équipe senior, j'ai toujours lutté au quotidien et avec les dirigeants pour dire, moi, il faut qu'on soit 12 parce que le plus important pour moi, c'est l'entraînement, c'est pas le match. Le match est une répétition. Voilà. Donc en fait, et donc le match, je faisais tout pour que ça soit le contexte soit le même qu'un entraînement. Bien sûr, il y a des choses qui sont différentes. Tu vas mettre ton polo, tu vas mettre ton costume. Forcément, il y a des choses qui vont être différentes. Mais pour moi, il n'y a rien de différent dans la façon de communiquer. Et donc, je me dis, ben, ça m'a fait penser que, ben, en fait, tout ce que je fais à l'entraînement, il faut que ça ait du sens. Il faut que le samedi, voilà, que la première forme de jeu de la première seconde du match, ben, on l'a travaillé à l'entraînement. Sinon, ça ne sert à rien. Donc, ça m'a aidé aussi à réfléchir comme ça, à donner du sens à chaque entraînement que tu fais. Il faut que ça ait du sens. Samedi, on va jouer sur le point faible de l'adversaire. Donc, on va jouer sur hand, sur 2, sur 5. Voilà. Oui, je parle des seniors, parce que parmi vous, il y a des gens qui entraînent des seniors. Mais voilà, et puis avec des jeunes, ça va être un peu différent. Mais voilà. Et par contre, oser, tenter, prendre des initiatives, c'est un objectif. Voilà. Si je suis moins concentré sur la notion d'échec, je ne peux pas être disponible là-haut pour demander à un gamin, mais c'est pas grave. Si tu as tenté une longue passe, et c'est super, la passe est partie en tribune, c'est pas grave. Au moins, tu as tenté des choses pour que le ballon il aille vite devant. Parce que moi, ma priorité, c'est d'aller vite vers l'avant. Ok? Tu as pris, tu as tenté une passe dans le dos, machin, ok, c'est pas grave. Et donc, je le dis plus facilement que moi, l'erreur, je l'ai faite quand j'ai commencé à entraîner, à interdire des choses, parce qu'il faut développer aussi la créativité. D'accord? Donc, voilà, l'attention, elle est portée là-dessus. C'est autorisé à faire des choses. Voilà. Et donc, chez les filles, bon courage, parce que bah, les filles, elles ont une estime d'elles qui est plus basse, beaucoup plus basse que les garçons. Et c'est vrai que culturellement, moi, quand j'entraînais les filles au pôle, elles prenaient jamais de tir extérieur. Mais j'ai dit, quand je suis arrivé les premiers entraînements, je disais à François, mais je prenais à partie, enfin pas à partie, mais je parlais avec François, je lui posais la question devant les filles. Je dis, mais François, les filles, elles ont eu une consigne de jamais tirer ou c'est moi? Et les filles, elles écoutaient, elles disaient, mais qu'est-ce qui. Parce qu'en fait, elles prenaient jamais de tir à 3 points. Mais je dis, mais comment vous voulez jouer si vous ne prenez jamais de tir extérieur? Vous voyez, c'est des choses. Et donc, pour en revenir à ça, moi, je pense que le plus important, c'est de développer le tir extérieur avant le 1 contre 1, parce qu'on voit bien dans les divisions, les divisions inférieures à la N1, bah, il y a plein de bons joueurs qui n'ont pas de tir. Si tu n'as pas de tir, tu ne peux pas jouer au basket. Mais le tir, il faut le développer, le tir extérieur, il faut le développer au plus jeune âge. Parce que le mec, sinon, il va. Et puis, bien sûr, il va venir sur toi en jeune, mais après, en senior, il ne viendra plus sur toi. Il va défendre à 4 mètres. Donc, moi, j'ai des joueurs en N2, bah, le défenseur, il défend à 4 mètres parce qu'ils ne peuvent pas tirer. Et donc, c'est trop tard parce qu'ils n'ont pas pris l'habitude. Et donc, voilà, je reviens à ça, c'est important. Il ne faut pas être prisonnier de ça. D'accord? Il faut encourager la prise d'initiative et la justesse. Tu es tout seul, tu es à 7 mètres, tu tires, que tu sois garçon ou fille. Voilà. Tu as quelqu'un sur toi, tu vas attaquer le cercle ou passer la balle. Bon, peu importe. Voilà. Et donc là-dessus, on va développer l'estime de soi aussi. OK? Bon, voilà. Là, sur le coaching du match, moi, j'y vais très rapidement. J'ai pas grand-chose. Je pense qu'on a vu beaucoup de choses avant. Voilà. Donc ça, j'y suis beaucoup intervenu. D'accord? Sur la notion de tir. Voilà. Sur les choses qu'on peut entendre. Passe ton ballon. Mais non, passe ton ballon, oui, oui, oui et non. Ça va dépendre de. C'est pas une consigne, passe ton ballon. Pour moi, c'est pas une consigne. On calme le jeu, c'est tout sauf une consigne. C'est une anti-consigne, mais c'est pas une consigne qu'on doit avoir. Voilà. Il faut gagner, on en a parlé. C'est pas des consignes, d'accord? Si on doit donner des consignes, là, je vous le montre, ça, c'est une intervention que j'avais fait pour des parents. Quand les parents, ils coachent, que l'entraîneur, il entraîne, mais qu'il ne peut pas coacher les équipes, voilà, et les entraîneurs me demandaient, mais comment on fait pour les parents? J'ai dit, mais les parents, il faut surtout leur dire que c'est très simple, qu'ils n'ont rien à dire. C'est des mots-clés. Voilà. Donc, les mots-clés, vous les connaissez, courir, ne pas stopper la balle, relance en passe, voilà, prendre l'initiative, en défense, toujours bon. Voilà. OK, donner le maximum. Voilà. Ça, c'est des consignes, voilà. En termes de coaching de match, pour moi, ça suffit largement. Voilà. Mais le thème d'aujourd'hui, c'était pas, voilà, c'était pas c'était autour du basket, on va dire. Voilà. Dernier temps, et j'en ai terminé, c'est le feedback. En fait, le feedback, c'est voilà, on sait que c'est un élément puissant
voilà, pour renforcer l'estime, pour l'accomplissement aussi. L'accomplissement, c'est le dernier étage de la pyramide. Je pourrais vous la remontrer après. Oui, hein, j'espère que vous comprenez comment j'ai construit l'intervention. Hein. C'est étage par étage de cette pyramide, essayer de mettre des mots. Donc le feedback, on sait que les jeunes, notamment les enfants que vous aurez, ils jugent mal leurs attitudes. Eux, ils savent pas trop. Donc le retour, d'accord, le retour qu'ils auront aura un impact sur les signes de soi. On en a parlé tout à l'heure un petit peu sur la motivation extérieure, enfin externe, d'accord. Mais c'est ça, on y est. Le feedback, il aura un retour, enfin il aura un impact essentiel, fondamental. On ne construit pas sur des choses négatives. Voilà, donc on oublie le négatif et voilà, on essaie de toujours trouver la chose positive. Donc ça, j'en ai parlé. Voilà, ça, j'en ai parlé aussi beaucoup, d'accord. On revient un peu beaucoup sur la motivation, d'accord. Voilà, la défaite, faire accepter la défaite, je ne devrais même pas le mettre, parce que la défaite, on voit que c'est pas un objectif, c'est plutôt, voilà, dire, tiens, les gars, on en a pris 20, mais ça, c'est super, ça, c'est important. Et moi, ça, je l'ai fait hein, avec une équipe, on avait pris 30 points sur un match, et je pense que les joueurs ont été surpris, en fait. Dès le lundi, j'aurais montré 7 ou 8 images, je dis, ça, c'est important. Et là-dessus, il faut le renforcer. Voilà. Et donc, je pense qu'ils ont été surpris. Et puis, la semaine s'est super bien passée. Des mecs hyper concentrés, des gens hyper investis. Et le samedi suivant, on gagne le match, plus d'un point. Et voilà, parce qu'on avait fait une super semaine d'entraînement, alors qu'on avait pris 30 la semaine d'avant. Voilà. Voilà un peu pour mon intervention. Je ne sais pas s'il y a sans doute des questions. J'ai peut-être un peu débordé, je n'ai pas le temps. Alors, question de Manon tu as fait référence à la pression des parents. Comment gérer un petit peu comment faire justement pour gérer la pression mise par les Ouais. parents? Aujourd'hui, je vais être un peu fort dans les mots, mais c'est une vraie contrainte, j'allais dire un fléau, mais bon, on n'est pas loin de ça. Pour votre information, vous devez savoir quand même, je le dis en off, mais il y a des gros centres de formation, on taira les noms, qui, depuis des années, quelques années, disent montre-moi tes parents, je te dirai si je te prends. Et qui prennent plus en fait, sauf si c'est vraiment un joueur hors norme, une pépite, mais sinon ils prennent plus. Ils prennent plus si en sortie de pôle, le CTS, il te dit ben, les parents, ils sont vraiment. Ils prennent plus. Parce que derrière, c'est que des problèmes. Parce que nous, entraîneurs, on n'est pas là pour gérer ça. Mais ça fait partie d'une contrainte. Donc, moi, ce que je pense, c'est que ça, il faut le présenter. Parce que les parents, ils ne sont pas formés à ça. Et moi, ce que j'aimerais proposer à la rentrée, là, c'est d'aller, je ne sais pas comment, mais d'aller faire des formations de parents dans les clubs de basket, de dire bah, tiens, on fait une soirée et moi, je vous présente ce PowerPoint. Je vous présente ce PowerPoint-là et voilà, et il faut leur expliquer en fait. Parce que le problème, c'est qu'on a les parents, ils n'ont pas le manuel. Moi, je suis parent, ben, je serais un meilleur parent aujourd'hui que je l'ai été il y a 20 ans avec mes enfants. Parce qu'aujourd'hui, j'ai de l'expérience, je vois bien, j'ai fait des erreurs, tout ça. Ils n'ont pas le manuel. Ils ne comprennent pas que le basket, moi, quand mon fils y jouait, j'allais en tribune, je faisais du coaching de parents. Mais j'ai dit, mais arrêtez de donner après vos enfants. Vos gamins, ils s'entraînent 2 fois 1 heure par semaine. Comment vous voulez que le samedi, ils soient performants? C'est pas possible. C'est la faute, la responsabilité du club qui est en cause parce qu'ils s'entraînent 2 fois 1 heure. Alors si en plus ils s'entraînent mal, voilà, c'est impossible. Et donc les gamins, bah, le samedi, se dribblaient sur le pied. Mais je dis, mais écoutez, le basket, c'est un sport de répétition. On doit répéter, on doit découvrir, il faut s'entraîner tous les jours. Plus on s'entraîne, plus on progresse. Et ça allait, ils comprenaient. Mais c'était des comportements qui étaient de gens intelligents, hein, des comportements mais écœurants. Ils parlaient même pas à leur enfant après un match parce qu'il n'avait pas été bon. Je dis, mais comment vous pouvez avoir ces attitudes-là? Donc, je pense qu'il faut présenter des choses, il faut expliquer les choses. Vous ne pourrez pas le faire dans tout le club, mais peut-être que vous pouvez proposer une soirée pour les parents avec un thème d'intervention. Et là, il faut expliquer ce qu'est notre discipline. Voilà, il faut expliquer la pyramide de Maslow. Et vous allez apprendre des choses. Vous leur dites, mais vous, parents, dans votre entreprise, si on vous salue jamais, qu'on vous respecte pas, est-ce que vous pensez que vous serez investi, vous serez motivé? Non, burn-out, voilà, absentéisme, maladie, des gens qui prennent des antidépresseurs pour aller bosser, il y en a des millions en France. Mais pourquoi? Bah parce que voilà, parce que dans le management, il y a forcément un déséquilibre. Ou dans les aspects sécurité, il faut les fouiller là-dessus. Mais c'est évident, c'est que du bon sens. Donc moi, je pense qu'il faut présenter les choses, au moins de mon équipe. J'ai une équipe de U13, je convoque les parents et j'explique. Une autre question, on souhaiterait savoir ou avoir ton avis sur le lien entre la verbalisation et le body language, tant en situation d'entretien, d'entraînement, compétition. Ouais.
Alors bon, alors moi par exemple, je suis très mauvais sur le body language en fait. Je vais, et là c'est un travail à faire, peut-être que je vais pouvoir, dans mon attitude, dans une forme de frustration, montrer, avoir une attitude ou des actes non verbaux qui vont à l'encontre de ce que je peux dire. Donc ça c'est une bonne question, hein. C'est un vaste sujet, mais c'est un vrai travail en fait à faire sur soi en disant, ben voilà, toujours se dire, moi je l'ai eu même cette année. J'ai un joueur qui me l'a dit, il me dit, mais on t'a trouvé agressif. Et forcément, j'étais agressif parce que du coup, j'avais oublié une chose essentielle. Bon, on jouait très mal, mais c'était de ma responsabilité. On avait fait un long voyage de 8 heures ou 9 heures. Et puis en fait, je leur dis, il faut qu'on joue beaucoup de transition. Grosse erreur. Je pense que c'était une grosse erreur parce que du coup, euh, tu sors du minibus, tu as fait 8 heures de route, c'est un exemple, hein, mais tu ne peux pas jouer comme ça au taquet. Je pense qu'il aurait fallu qu'on dise, bah, écoute, voilà, les 5 premières minutes, voilà, on joue sous telle forme de jeu qui est une attaque longue, voilà, on essaye de. Mais j'avais peur à ce que on ralentisse le jeu, vous voyez. Et donc, du coup, moi, j'étais frustré parce que je voyais bien que les mecs voulaient le faire, mais ne pouvaient pas le faire parce que pas en jambes, tout ça. Et donc, du coup, dans mon attitude, j'ai montré de la frustration parce que j'avais mal pensé une nouvelle fois, j'avais mal pensé mon truc. Donc, c'est ça qui est compliqué, c'est d'arriver à se sortir des choses qui pourraient nous animer. Et donc, moi, je dis aux jeunes entraîneurs, marquer un panier, gagner, défaite, échec, ça, il faut se sortir, c'est poubelle. Voilà, c'est poubelle. Au départ, c'est poubelle, ça n'existe pas. Et donc, je dois être focus sur, voilà. Et donc, ça va sans doute m'aider à avoir aussi une communication non verbale qui soit posée, voilà, qui soit plus réfléchi, où là, je vais pouvoir me concentrer sur les 2-3 choses essentielles. Défendre, entre la balle et le panier, courir, relancer, prendre de l'initiative. Basta.